disponibles en ligne et qui vous permettent de... Ah, d'ailleurs, j'ai pas corrigé le notebook, il y a qu'un cas à KLM. Alors, s'il vous plaît, vraiment, j'insiste, parce que c'est vraiment énervant. Ne touchez pas aux flèches des slides parce que ça les bouge pour tout le monde. Donc vous avez vraiment la main là sur tous les slides. Donc, vous avez des exemples d'outils. Je vais vous en donner 3 à chaque fois. Un exemple, Typeform. Donc, Typeform, c'est un outil de questionnaire en ligne. C'est un outil qui est très utile pour effectuer un diagnostic en amont des besoins en termes d'apprentissage de vos apprenants et des motivations de vos apprenants. Donc, lorsque vous designez une formation, c'est toujours mieux d'être capable d'aller sonder les personnes qui vont vivre cette formation pour identifier leurs apprentissages et pouvoir, en conséquence, adapter le contenu de vos formations, les objectifs pédagogiques de votre formation à ces besoins. Et donc, Typeform, c'est un outil de questionnaire qui va vous permettre d'effectuer cela. Ensuite, lorsque vous concevez l'intégralité de votre formation, nous, on utilise beaucoup Miro chez Humans Matter. Donc Miro, c'est un outil de tableau en ligne sur lequel on a créé plein d'espaces qui nous permettent de placer les différents temps de notre formation, identifier ce à quoi répond chaque élément d'une formation et donc constituer nos parcours de formation dans une vraie logique de parcours. On constitue des personas et on va venir vraiment créer ces parcours de formation en s'appuyant sur Miro. Et puis, on voulait vous donner un autre exemple. Alors, il y a même 2 O et un K. Il y a un O et un K entre O là c'est Notebook avec 2 O et KLM. Et donc cet outil-là, c'est un outil qui vous permet de récupérer lorsque vous avez plein d'éléments de contenu et que vous cherchez à créer le substrat de ce contenu pour le synthétiser, pour organiser une formation. Donc, supposons que vous ayez à créer une formation métier avec énormément de contenu et vous voulez vraiment tout intégrer dans une journée de formation. Et bien, Notebook LM va vous permettre de synthétiser l'ensemble de ce contenu, l'ensemble de cette base de connaissances que vous allez nourrir avec plein de connaissances différentes en un référentiel commun et donc en une source unique d'informations. Donc ça, ce sont des exemples d'outils qui vous permettent de travailler sur le design des objectifs et donc la précision de vos objectifs pédagogiques en cohérence avec les publics que vous cherchez à cibler. Je voulais aussi vous parler d'un autre outil que nous, on utilise donc dans le cadre dessin et qui fait partie de notre capacité à concevoir de meilleurs objectifs pédagogiques, qui est Buddia. Donc Buddia, il existe dans la réponse, dans l'outil complet et sain. Et Buddia, c'est quoi? C'est un agent IA qui va venir faire de la maïeutique. La maïeutique, c'est simplement un travail d'explicitation des besoins qui passe par le questionnement. Et donc, cette IA, elle va vous interroger sur les besoins de vos apprenants, le contexte dans lequel ils sont, tous les éléments qui peuvent avoir un lien sur la compréhension globale de votre contexte de création d'une formation. Et derrière, il va vous aider à formuler des objectifs pédagogiques. Pour ceux et celles et ceux qui ont vu la conférence que j'ai faite ce matin, il y a un gros enjeu quand on est ingénieur pédagogique, qui est d'éviter des biais de reproduction, c'est-à-dire de penser que parce qu'on a compris les besoins d'un client, on va pouvoir appliquer 95% des choses qu'on a déjà faites dans une formation pour ces besoins-là. Et donc vraiment de venir adapter et donc venir préciser les objectifs pédagogiques réellement en fonction du besoin du client. Eh bien, Buddia, c'est un très bon outil pour nous challenger dans notre compréhension des besoins du client et nous pousser un cran plus loin pour venir préciser ses besoins pour derrière les orienter en objectifs pédagogiques et construire une formation qui tienne d'autant plus la route. Deuxième famille, c'est la famille ingénierie cognitive. Donc l'ingénierie cognitive, elle consiste en quoi? Elle consiste à faire en sorte que pour encourager la bascule des comportements, eh bien, on s'assure de dépasser
la simple mémorisation des connaissances. Moi, je suis surpris de voir, le nombre de formations ou d'organismes de formation qui disent, «Nous, on garantit un ancrage parfait des connaissances». Bah, tant mieux si vous garantissez l'ancrage des connaissances, mais c'est pas parce qu'une connaissance est ancrée dans votre cerveau que pour autant vous l'utilisez. Une formation qui est efficace, c'est une formation qui transforme réellement les comportements. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire passer par une étape de prise de conscience du besoin, de se transformer et des progrès, qu'il faut réaliser. D'opérer cet ancrage cognitif profond, et dans la durée des connaissances. Donc j'acquiers une connaissance, elle est vraiment ancrée dans mon cerveau. Ensuite, d'être capable de transférer cette connaissance par la mise en pratique, au travers de mon quotidien, au travail ou dans la vie réelle. Puis ensuite, d'être capable de transposer cette connaissance. Donc ça veut dire de multiplier mes champs d'action et d'en faire un réel savoir. Et enfin, ma capacité de continuer à apprendre, et à encourager, la diffusion de cette connaissance et l'amélioration, continue des pratiques. Ça veut dire quoi? D'être capable d'agir concrètement sur mon environnement, de transférer, enfin de passer cette connaissance à d'autres personnes et puis en permanence d'améliorer cette connaissance. C'est ça réellement un chemin d'apprentissage qu'on doit faire au travers d'un parcours de formation et donc il existe, des moyens, de travailler sur certaines étapes, spécifiques de cette ingénierie cognitive et donc là, par exemple, je prends simplement quelques exemples, hein, il en existerait bien d'autres. Si je veux faciliter la partie ancrage et donc la mémorisation, je sais que ce n'est pas en confrontant mes apprenants une seule fois à la connaissance que cette connaissance, elle va créer une trace durable. Et donc en fait, en amont, de mes temps de formation, je peux créer, des temps de, micro-learning, ou de e-learning avec des solutions. Donc là, par exemple, j'ai, SC Training, qui est une solution, de création de micro-learning sur mobile, pour venir renforcer la rétention dans le temps, des apprentissages. Donc en amont de ma formation, je peux créer un micro-learning auquel je donne accès à mes apprenants ou au contraire, je peux utiliser ce micro-learning à la suite, de ma journée de formation pour effectuer un rappel, des connaissances, à mes apprenants. Mais je peux aussi, constituer une offre plus importante, en m'appuyant, sur des outils de conception de e-learning, par exemple toute la suite, Articulate, où je vais, permettre effectivement de renforcer cet ancrage, des connaissances. Donc là, je suis vraiment sur la partie ancrage. Mais si je réfléchis à, des éléments qui vont plus avoir un lien avec la question de la transposition ou de la durabilité, bah, je vais pouvoir m'appuyer sur aussi des outils, par exemple d'animation, comme des outils d'animation de co-développement. Là, j'ai pris un exemple de WeSuccess qui a été développé, par Humans Matter, qui est un outil qui permet, non seulement de réaliser du co-développement en ligne, ce qui est possible de faire avec une interface, normale, mais aussi de garantir une prise de notes, pendant toute la session de co-développement, potentiellement enfin d'intégrer un agent IA comme étant un consultant dans la session de co-développement et surtout derrière de garder une trace écrite de l'ensemble des décisions, qui ont été prises dans la session de co-développement et donc ça permet aussi, d'assurer la suite, en termes d'outils, pour les apprenants. Mais là, je parle uniquement de certains outils sur l'ancrage, de certains outils sur la partie, transposition. On pourrait aussi, parler d'autres outils sur, la transférabilité de la connaissance ou sur le fait de la durabiliser, c'est-à-dire de la rendre durable dans le temps. Dans le cadre des dessin, ce qu'on essaye de faire, c'est, d'appliquer cette ingénierie cognitive, dans le cadre de, l'espace de conception. Ça, c'est un élément sur lequel on est en train de travailler actuellement, donc il n'est pas encore visible, dans la solution, mais il le sera, dans la prochaine version. C'est-à-dire de venir spécifier, pour chacune des activités qui vont entrer en jeu, lorsque je vais constituer une formation, savoir si elle contribue à renforcer l'ancrage, si elle renforce la transférabilité, si elle renforce la transposition, si elle permet de durabiliser, la connaissance dans le temps et donc d'être une réelle aide à la compréhension de la façon dont j'ai construit mon parcours et de savoir si mon parcours, effectivement, il est suffisamment agentif ou non, une fois que je l'ai constitué. Donc ça, notre objectif, c'est de vraiment, construire une table de montage, de formation qui, a le mérite
de nous informer sur la qualité méthodologique de notre formation, en cohérence, bien entendu, avec les objectifs pédagogiques qu'on peut se fixer dans le cadre de notre construction d'une formation. Je passe au slide suivant. Maintenant, je vais m'intéresser aux modalités pédagogiques. Donc, quand je parle de modalités pédagogiques, c'est que j'attends d'une formation transformative qu'elle place l'apprenant dans une posture active et responsable. Et ça veut dire que ma formation, elle va se distinguer parce que j'ai un cadre d'apprentissage qui est clair, qui est sécurisant, qui est porteur de sens, parce que je donne une place assumée à l'essai, à l'erreur, à l'amélioration continue, parce que j'ai un dispositif qui favorise l'apprentissage social et collaboratif, parce que j'ai une diversité de modalités pédagogiques qui sont présentées, que ce soit des activités réflexives, expérientielles, exploratoires, parce que je vais faire un usage raisonné de la technologie et j'insiste, là-dessus. Là, je vous parle beaucoup de technologie, mais c'est important d'avoir cet usage raisonné de la technologie et donc toujours dans la même ligne, la technologie, elle doit permettre d'amplifier l'expérience, jamais de remplacer l'expérience qu'on fait vivre aux apprenants et puis, parce que, on a des parcours qui vont être capables de s'adapter au profil et au rythme des apprenants. Ainsi, on fait en sorte que l'apprenant ne soit pas spectateur, mais acteur et auteur de son apprentissage, comme je vous l'ai dit plus tôt. Pareil, quelques exemples que je vous partage sur ces dimensions. Des outils que vous connaissez certainement, et puis il y en a un que vous connaissez, c'est sûr, puisque on est là actuellement en train de l'utiliser. Premier outil, Klaxoon, outil qui s'est complètement enrichi aussi pendant toute la période du Covid, mais c'est quasiment un dinosaure dans les outils d'animation et outils numériques à l'animation de formation. Mais c'est un outil qui va vraiment permettre d'enrichir les séquences de formation avec plein de solutions, de questionnaires, de tests. Donc voilà, ça amplifie l'expérience, d'autant plus en ligne maintenant, mais ça le fait aussi pour des expériences en présentiel. Donc, ce sont des modalités qui vont raviver l'attention, qui vont rendre plus dynamique l'apprentissage et de vérifier aussi l'acquisition des connaissances en cours de formation. Deuxième outil, on est devant, vous le voyez, Global. Global qui est un outil extrêmement agréable pour vivre notamment des formations en ligne. Parce que, on va avoir les visages de tous les apprenants en direct. On a une disposition qui fait qu'on a l'impression d'être quand même dans une certaine forme de classe. On a la possibilité de dispatcher, ou d'espace de formation. On a la possibilité de dispatcher très facilement les apprenants entre différentes tables, de les regrouper. Donc on a l'impression de vivre une expérience qui se rapproche du présentiel, tout en restant à distance. Et puis, bien entendu, tout comme dans Klaxoon, on va avoir quelques outils dans Global, des outils de sondage, des outils d'annonce qui nous permettent d'amplifier un peu plus l'expérience des apprenants. Et puis, pareil, pour parler d'autres outils, là-dedans, dans ces parties de modalités pédagogiques, je ne pouvais pas passer à côté du fait de parler de Learning Management System. Et donc, là, vous avez un exemple d'une plateforme 360 Learning, qui est une plateforme de formation collaborative qui permet aux entreprises de créer et diffuser des contenus de formation. Et donc là, vous allez pouvoir avoir une animation de communauté, de diffuser des contenus de formation au fur et à mesure, et donc d'amplifier l'expérience de vos apprenants dans le cadre d'un réel parcours et pas simplement de le limiter à enfin un temps unique de formation. Bon, ce qu'on essaie de faire dans le cadre des SAINS, c'est aussi de créer toute une bibliothèque d'activités qui sont triées en fonction des compétences qu'on cherche à cibler et des effets sur la capacité d'agir, ainsi que sur les types et méthodes utilisées. Et donc, dans le cadre des SAINS, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une bibliothèque de quasiment 300 contenus qui sont des ateliers, des choses que vous pouvez animer en présentiel ou à distance et qui vous permettent, de façon très simple, de faire vivre des expériences à vos apprenants pour amplifier leur apprentissage dans le cadre de votre formation. Donc, vous avez toute cette ressourcerie d'ateliers que vous êtes après capable d'aller piocher, identifier, piocher et puis insérer dans votre table de création de formation
pour offrir une expérience à vos apprenants qui, va bien au-delà, de, la pure reproduction de contenu de formation que vous avez déjà animé depuis X années, mais qui, mériterait, d'être potentiellement augmenté pour pouvoir enfin, pour pouvoir mieux répondre aux besoins de chacun de vos apprenants. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Ou est-ce que vous voulez que je continue? Alors je propose de passer à la slide suivante. La slide suivante, elle s'intéresse à l'approche scientifique. Donc ce qu'on attend, d'une formation transformative, c'est qu'elle s'appuie sur des fondements, scientifiques solides. Et donc une formation transformative, elle se distingue par quoi? Par des contenus qui sont étayés par, des sources explicites et fiables, j'insiste, hein, là-dessus. Pour les personnes qui ont pu suivre le webinaire de ce matin sur le lien entre IA et formation, bah, c'est un enjeu, réel, hein, de s'assurer que nos contenus de formation s'appuient réellement sur des sources, qui sont fiables. C'est une formation qui prend en compte des mécanismes cognitifs, attentionnels et motivationnels. Je vais vous en parler un peu après. On a des activités, pédagogiques qui ont été éprouvées, qui ont été testées, qui sont valides, dont on sait qu'elles fonctionnent. On a une conception qui est respectueuse de l'attention et de la charge cognitive, des apprenants et puis, on a des dispositifs de mesure, sur les comportements et la capacité d'agir qui nous permettent de valider, le fait que cette formation, eh bien, elle transforme réellement durablement les comportements. Le but, hein, c'est de faire en sorte que la formation, elle repose sur des preuves, pas uniquement sur des intuitions. D'où la nécessité d'avoir réellement cette approche scientifique. Et donc là, pareil, je vais vous présenter 3 outils qui permettent de travailler, hein, sur cette, dimension scientifique. Ils sont pas les seuls outils, mais c'est des bons outils à utiliser. Google Scholar. Google Scholar, c'est quoi? C'est tout simplement un moteur de recherche académique. Donc plutôt que de faire de la recherche sur Google lorsque vous, créez des contenus de formation, je vous encourage plutôt à aller, sur Google Scholar pour aller voir, la réalité de la recherche académique et vous appuyer sur des contenus qui sont des contenus scientifiques, pas sur des intuitions, qu'auraient eues, certaines personnes qui se prétendent ingénieurs pédagogiques ou qui se prétendent spécialistes de je ne sais pas quel sujet, sans qu'il y ait réellement de preuves et de fondements scientifiques dans les approches. Et malheureusement, hein, lorsqu'on demande à un outil comme ChatGPT, de nous créer du contenu pour une formation, et ben, ChatGPT, lui, ne va pas, chercher dans Google Scholar, il va aller chercher dans ce qu'il trouve, sur internet et il va constituer du contenu à partir de choses, qui sont peut-être pas forcément extrêmement justes, scientifiquement. Un deuxième outil qui peut être intéressant pour vous, c'est Elicit. Pareil, c'est un moteur de recherche, mais lui, c'est un moteur de recherche qui va venir vous chercher des sources scientifiques sur des données. Donc quand vous avez un doute sur, des éléments, scientifiques que vous voyez dans des documents et que vous voulez vous garantir la qualité de la source de ces éléments, eh bien, vous pouvez faire une recherche sur Elicit et Elicit va vous identifier s'il existe ou pas une source en lien avec, ce que vous cherchez à, développer. Puis le troisième élément, ça c'est un élément auquel vous n'avez pas accès, mais qui est un élément qui a été développé par Humans Matter. Alors c'est tout petit là, mais c'est ce qu'on appelle nous, la neuro-checklist. Et donc la neuro-checklist, c'est une liste de, critères qu'on applique systématiquement, lorsqu'on construit une formation, pour s'assurer des effets que cette formation va avoir sur l'attention des participants, sur la mémorisation des participants et sur la motivation, des participants dans la durée. Et donc c'est un certain nombre de principes qui sont fondamentaux, au sein de Humans Matter et qu'on emploie, au sein du studio de création de formation, qui nous permet de vérifier la qualité cognitive des expériences de formation qu'on cherche à créer. Mais au-delà de ça, ce qu'on va faire dans S1, bah, on va aller un cran plus loin, au-delà de l'aspect purement validité scientifique, c'est qu'on va apporter aussi une brique de mesure de la capacité d'agir, des, apprenants. Est-ce que je vais en profiter, parce que je reconnais des visages, donc ça m'intéresserait de savoir, dans, l'ensemble des personnes qui sont présentes ici, est-ce que, quelqu'un
est capable d'expliquer en quelques mots ce qu'est la capacité d'agir, puisque je l'ai expliqué ce matin. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole? Personne. Personne ne souhaite prendre la parole. Je veux bien essayer, avec, pas une définition officielle, on va dire. Pour moi, la capacité d'agir, ça regroupe le fait d'avoir, conscience de ce qu'on peut faire. Donc on a déjà levé notamment des leviers de facilitation, donc on sait ce qu'on peut faire et on juge qu'on est en capacité du coup de faire quelque chose. Ouais, c'est bien. La capacité d'agir, c'est la capacité à intervenir sur soi, sur les autres et sur son environnement de façon extrêmement simple. Et comme le dit Pauline, en fait, la capacité d'agir, elle est constituée de 2 éléments, essentiellement, hein. Le premier élément, c'est l'agentivité. Donc c'est, le sentiment de contrôle que j'ai le sentiment d'avoir, sur ma vie et sur mon environnement. C'est-à-dire que, si, je vais prendre un autre exemple que ce matin. Si on me dit, si on me dit que je dois en f je vais essayer d'adopter un nouveau comportement qui est, réduire, ma consommation de mes achats de nouveaux vêtements. Et donc je vais essayer de réduire mon empreinte carbone associée à, ma consommation de nouveaux vêtements. Eh bien, je peux, soit me sentir très agentif, donc avoir le sentiment que, bah, je peux avoir une influence sur la consommation de vêtements et que le fait que je réduise ma propre consommation, ça a une influence potentiellement sur, la consommation d'autres personnes et au plus global sur la consommation, française, de vêtements. Donc je peux me sentir très agentif ou je peux me sentir pas du tout agentif et penser que quoi que je fasse, bah, ça sert pas à grand chose parce qu'en face de moi, j'ai, des, publicitaires qui, feront que dans tous les cas, les personnes continueront de consommer énormément de vêtements et donc que je n'aurai jamais d'influence là-dessus. Donc ça, c'est l'agentivité. Et puis le deuxième élément, qui était mentionné par Pauline, c'est, le sentiment d'efficacité personnelle. C'est la confiance que j'ai en ma capacité, à atteindre, des objectifs. Et donc par exemple, me former, pour bien comprendre la façon dont, sont, créés les vêtements et essayer de tout faire pour, consommer le moins de vêtements possible. Cependant, je peux avoir un sentiment d'efficacité personnelle qui est très faible, puisque je peux me dire en fin de compte, à chaque fois que je me retrouve dans un magasin, bah, je me retrouve, à acheter, des vêtements, même si, je sais que c'est pas bien et cetera. Donc j'ai mon sentiment d'efficacité personnelle qui va être très faible. Eh bien, mon agentivité, enfin ma capacité d'agir, pardon, qui est ma capacité à intervenir sur moi, sur les autres et sur mon environnement, elle dépend de 2 éléments, mon agentivité et mon sentiment d'efficacité personnelle. Et nous, ce qu'on se propose de faire au travers des Saints, eh bien, c'est de venir mesurer l'évolution de la capacité d'agir des apprenants dans le cadre, d'un parcours de formation. Et donc on va être capable de mesurer en amont, pendant et après cette formation, comment cette capacité d'agir des apprenants a évolué, en partant du principe que, plus ma capacité d'agir va être forte, plus je vais être à même de, mettre en place, les compétences que j'aurai développées dans le cadre de ma formation et en même temps, si ma formation, elle est hybridée de soft skills, notamment de pensée critique, d'innovation, de collaboration, eh bien ces éléments-là, ils vont venir aussi renforcer, ma capacité d'agir en retour. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée, Edwige. Est-ce que Edwige, tu souhaites prendre la parole? Ou c'était, simplement une, non? Edwige, pas de Si, excuse, d'accord, j'ai du mal à rallumer mon micro. Non, c'était sur la slide d'avant, mais en fait, vous avez répondu plus tard. d'accord. Donc voilà, dans le cadre des Saints, nous, ce qu'on se propose, c'est vraiment, d'évaluer, l'évolution de la capacité d'agir des apprenants, à titre individuel, mais aussi, sur des collectifs et donc d'avoir une idée, très claire de la façon dont cette formation, ces dispositifs de formation contribuent ou non, à faire évoluer ces dimensions-là. Donc ça ajoute une dimension scientifique, effectivement, à des parcours de formation parce qu'on sait que la mesure, aujourd'hui, elle tient plus sur des aspects de satisfaction. En réalité, si vous vous conformez à du Calliope,
vous avez une bonne note à la fin de la formation, si les personnes recommandent et souvent les personnes recommandent parce qu'ils ont le sentiment d'avoir appris des choses. On est sur de l'ordre du sentiment, mais parce que globalement, ils ont passé un bon moment. Donc on a été bon plutôt sur la dimension affective, de l'apprenance. L'apprenance, hein, est constituée de 3 dimensions. Une dimension, qui est, cognitive, donc ma capacité à apprendre, des choses. Une dimension, cognitive, donc la dimension cognitive, c'est ma motivation que je vais avoir à changer de comportement à la suite de cette formation. Et puis une dimension affective, les émotions que j'ai ressenties dans le cadre de ma formation et potentiellement le plaisir que j'ai ressenti dans le cadre de ma formation. Eh bien, souvent, on évalue une formation sur une dimension cognitive et affective. C'est le cas de Calliope. Sauf que là, ce que nous, on a démontré dans le cadre des SAINS, c'est qu'en fait, ces dimensions affectives et, et cognitives, en réalité, elles ont très peu d'implication sur la capacité d'agir des apprenants à la suite de leur formation. En revanche, la dimension cognitive, donc la motivation que vont avoir les apprenants dans le cadre de leur formation, qui va avoir une influence sur les actions qu'ils vont pouvoir mener, eh bien, elle a une influence sur la capacité réellement à changer de comportement et à mettre en place les compétences qu'ils auront développées dans le cadre de leur formation. Et donc, c'est important d'être capable de mesurer ces dimensions-là, sans quoi on ne sait pas si les programmes de formation qu'on propose sont efficaces ou non. La troisième dimension, je dis n'importe quoi, pardon. La 5e dimension, c'est le design d'expérience. Et donc, je me permets de couper le micro. Le design d'expérience, c'est ce qu'on attend d'une formation qui est transformative, c'est de faire en sorte qu'elle fasse ressentir des émotions au travers d'expériences vécues, mais que ces émotions-là, elles ne soient pas là pour maquiller l'expérience, mais réellement pour renforcer l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait, hein, tout le lien qu'ont les émotions sur l'attention, sur la définition d'une trace mémorielle pour les apprenants. Et donc, c'est s'appuyer sur ces émotions-là pour renforcer les capacités d'apprentissage des apprenants. Et donc, ça se distingue par quoi? Par des expériences qui prennent en compte les émotions qui sont générées par les apprenants, par la création d'environnements graphiques, narratifs, qui sont cohérents et qui vont venir décupler le potentiel d'apprentissage de nos apprenants, par un storytelling, un game design qui crée de la continuité, du sens, qui amplifie réellement l'expérience qu'on fait vivre et puis qui permettent réellement de développer les compétences qu'on cherche à cibler. Et puis aussi, ce qui est très important, une ergonomie qui va faire que mon expérience d'apprentissage, elle va être agréable, simplifiée, elle va prendre soin de moi et elle va me permettre de garantir une meilleure agentivité dans le cadre de mon action derrière. Et donc, pareil, je prends pareil quelques exemples d'outils qui existent, qui peuvent être utilisés dans le cadre de formation et qui vont créer des expériences d'apprentissage qui changent. Donc Eigen, c'est un exemple d'outils de génération de vidéos qui s'appuient sur de l'IA, que nous on utilise beaucoup et qui vont permettre d'introduire dans le cadre de nos formations, que ce soit sur du e-learning, mais même dans la formation présentielle, des personnages qui vont communiquer des messages et qui vont faire que les apprenants ne vont pas être uniquement face à une personne, mais potentiellement être devant une diversité de profils qui vont leur faire part de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient. Et donc, ça crée tout un environnement d'apprentissage qui est amplifié. Un deuxième exemple que je voulais utiliser, c'est Reverto. Reverto qui est un de nos partenaires, qui est un organisme de formation qui construit des formations de tout type. Par exemple, là, il y a beaucoup de femmes ici. Donc, vous allez avoir des formations sur la question du sexisme au travail. Et donc, ces formations, elles vont s'appuyer sur des outils de réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, et c'est pour ça que j'insiste, hein, c'est pas du maquillage. Dans cet usage-là, elle va avoir la puissance de projeter des hommes dans des situations que vivent des femmes au quotidien. Et donc là, on a une photo avec un homme, par exemple, qui est en train de vivre une situation. Et sauf qu'en fait, il est à la place d'une femme en réunion.
et il voit la façon dont certains hommes interagissent autour et regardent cette femme dans le cadre de la réunion. Et donc, ce que va faire la réalité virtuelle, c'est qu'elle va permettre à des hommes, donc, dans ce cas-là, hein, de vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas vivre dans une situation réelle. Donc c'est pour ça que j'insiste, hein. La réalité virtuelle, c'est un outil qui peut être magique lorsqu'il s'agit de créer un environnement qui est complètement transformatif pour les apprenants, chose qu'ils n'auraient pas pu vivre. Et en fait, ça crée, c'est pour ça que je le relie aux émotions, hein, c'est que vous voyez souvent les hommes qui sortent de cette expérience, bah, ils font pas le malin, ils font pas les malins, ils sont plutôt blêmes et ils comprennent en réalité ce que peuvent vivre d'autres personnes, en se mettant réellement à leur place. Donc, la réalité virtuelle, c'est un très bon outil, pour faire des choses comme ça, pas pour faire vivre des choses qui peuvent être vécues, totalement dans une salle de formation. Puis le troisième outil dont je voulais vous parler, aujourd'hui, c'est un outil, pareil qui a été développé par Humans Matter qui s'appelle Anthropovise, qui est un outil, d'anthropologie, visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, supposons que vous menez une formation, sur, bah, on va garder l'exemple du sexisme, c'est très bien. Je vis une séquence de formation sur le sexisme et ensuite, je vais avoir mes apprenants qui vont passer 1 mois au travail avant que je les récupère pour une deuxième étape de cette formation. Eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux leur donner accès à un outil qui s'appelle Anthropovise, qui va leur permettre de faire de l'anthropologie visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, ils vont recevoir une notification, alors soit par jour, une notification par semaine, qui va leur demander d'effectuer comme une sorte de rapport d'étonnement sur des expériences qu'ils ont pu vivre dans leur quotidien, en lien avec la thématique traitée. Donc, si la thématique, c'est celle du sexisme au travail, eh bien moi, Alban, je vais repenser à ma journée et je vais me dire, bah, aujourd'hui, tiens, j'ai vécu une expérience où j'ai ressenti ça ou ça. Et ça peut être une expérience extrêmement positive, hein, comme une expérience extrêmement négative. Et je vais documenter mon expérience. Donc, je vais noter les relations, ce qui s'est passé. Et toute la force de l'outil, c'est que j'ai un collectif qui va documenter les expériences qu'il va vivre. Et en documentant les expériences qu'on va vivre, et ben ces éléments, ils vont commencer à être connectés, reliés. On va créer des réseaux d'idées et on va voir en réalité, en direct, les choses qui se passent au sein du collectif et qui font que ce collectif va évoluer ou pas. Là, j'ai pris un cas qui est très, qui est difficile, hein, qui est celui du sexisme au travail. Donc, Anthropovise, on l'utilisera peut-être pas là-dessus parce que il peut y avoir des risques. Mais si je l'utilise auprès d'une équipe R&D qui cherche à innover, eh bien, je peux faire un Anthropovise ou dans le cadre de mon équipe, chaque fois qu'il y a un temps d'attention qui se fait au travers de la créativité, eh bien, je vais identifier l'élément sur lequel l'équipe elle a été créative, la satisfaction qu'on a eue au sein de l'équipe, les éléments qui ont émergé, et on va pouvoir créer des réseaux de réflexion qui vont me permettre, lorsque je vais récupérer mes apprenants dans mon atelier suivant, de montrer la visualisation de ces réseaux aux apprenants et de les faire réagir, de les faire commenter et de leur faire identifier les zones qui se sont développées, les zones qui ne sont pas suffisamment développées, et de travailler sur des roadmaps après pour les aider à s'améliorer. Donc on est vraiment dans des outils qui amplifient le design d'expérience et qui me permettent de faire des choses que je ne pourrais pas faire simplement en étant un ingénieur pédagogique non outillé avec des outils numériques. Dans le cadre dessin, ce qu'on est en train de bâtir, c'est toute la bibliothèque de contenu, donc je vous l'ai déjà mentionné, mais au-delà des ateliers qui sont présents dans la bibliothèque de contenu, et bien aussi d'intégrer un certain nombre de partenaires issus des EdTech. Donc je prenais le très bon exemple de Reverto, puisque c'est un partenaire qu'on est en train d'inclure dans notre bibliothèque de contenu, en intégrant en fait toutes ces expériences qui amplifient l'expérience des apprenants, pour faire en sorte que on puisse demain
donner accès extrêmement facilement à des personnes à toute une liste d'expériences extrêmement immersives, qui répondent réellement aux objectifs qu'on cherche à développer. Donc, pareil, hein, notre objectif, c'est de permettre, de donner accès aux ingénieurs pédagogiques à toute une bibliothèque de contenu qui leur permettront demain d'amplifier, leurs expériences de formation au quotidien. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu vite pour garder un peu de temps quand même pour des questions-réponses. Il nous reste, une quinzaine de minutes. Je vais, revenir sur la slide avec les 5 objectifs pédagogiques, mais vraiment mon message clé, c'est: attention, lorsqu'on parle de pédagogie augmentée, on ne parle pas de pédagogie remplacée. Il ne s'agit pas de remplacer, toute l'expérience pédagogique par des outils numériques ou de l'IA. Tous ceux qui le feront se tromperont et offriront une expérience réduite à leurs apprenants. En revanche, augmenter son expérience pédagogique, c'est se poser la question de: qu'est-ce que je peux faire pour aller encore plus loin, pour être encore plus efficace et pour s'assurer que mes apprenants à la fin soient d'autant plus agentifs. Et là, effectivement, il existe des outils qu'il s'agit d'utiliser de façon raisonnée, j'insiste, mais qui permettent d'amplifier réellement l'expérience d'apprentissage pour les apprenants. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions et vous avez mon contact si ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait dans le cadre de ce studio Becoming au sein de Humans Matter, sur justement toute cette offre de labellisation qu'on est en train de construire de parcours de formation existants et de offre de services de conseil pour améliorer la structure pédagogique des formations et puis bien entendu l'outil Essin, qui est un outil qu'on utilise en interne et qu'on va commercialiser prochainement. Moi, je voulais savoir tout d'abord si vous pouviez nous passer ce PowerPoint, enfin votre présentation, si on allait pouvoir la recevoir, si vous pouvez la glisser dans le chat ou pas. Alors je vais voir parce qu'on a certains éléments qu'on est en train de retravailler sur les Ouais. cours, mais oui, au moins vous faire un extrait de la présentation. OK, enfin, il me manque 3 outils sur une des diapos et je voulais savoir, donc là, vous avez présenté des outils qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Oui. Quels sont tous les outils gratuits parmi ceux que vous avez présentés et sinon, combien, enfin, en moyenne, il faut compter sur quel budget? Ouais, c'est une bonne question, Edwige. Et en réalité, il y a beaucoup d'outils qui sont présentés, qui sont souvent en fait gratuits pour un usage ultra simplifié. Et puis dès qu'on veut vraiment l'utiliser à la grosse maille, c'est payant. D'ailleurs, je pense pas là qu'il y ait vraiment, sauf pour la recherche de sources, d'outils qui soient vraiment, vraiment gratuits. Donc on est effectivement sur beaucoup d'outils payants. C'est une des difficultés, hein, quand on est à son compte, d'être en capacité effectivement pardon, je vais repasser sur ce slide-là. C'est une difficulté quand on est à son compte d'avoir les moyens de prendre des abonnements sur X outils en parallèle parce que ça coûte vite très cher. D'où l'intérêt effectivement de se regrouper sans doute avec d'autres ingénieurs pédagogiques pour mutualiser un peu plus les licences sur ces outils. Mais c'est vrai que tout dépend des outils, mais on peut passer rapidement de 150 € par an à plus de 1 000 € pour certains outils. Je pense à Articulate, la création de e-learning, on est sur des tarifs qui sont bien plus élevés. Donc tout dépend de l'outil, Edwige. Mais cette question-là c'est une bonne question. D'évaluer à peu près en fait combien ça coûte maintenant à un ingénieur pédagogique à lui seul, s'il veut avoir une boîte à outils suffisamment correcte. Je ne saurais pas dire le coût de l'investissement, mais je pense qu'on est au moins autour des 1 500, 2 000 € pour avoir une bonne panoplie d'outils. Je continue du coup, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que si vous aviez un seul outil à nous recommander, celui qui est vraiment indispensable à tout ingénieur pédagogique, ce serait lequel?
C'est pas une question piège, vous pouvez en dire 2. Ouais, non, non, non. Bah, si je répondais non, mais par facilité, je dirais, là, ce qu'on est en train de construire dans le cadre dessin, l'outil à terme, il va être génial. C'est-à-dire que, je prenais l'exemple ce matin de des 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 monteurs de films à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, même moins de 30 ans, quand on faisait un film, eh bien, le monteur, il récupérait des bouts de pellicule, et puis il découpait ces pellicules-là, il les collait entre elles pour créer la bobine qui allait derrière être copiée pour créer un film. C'est comme ça qu'on crée des films. Depuis plus de 20 ans, les monteurs, ils travaillent plus comme ça, ils travaillent avec une table de montage sur laquelle ils ont accès à tous les bouts du film, et puis ils sont capables de créer leur montage en ligne, d'améliorer ce montage de façon extrêmement flexible et extrêmement agréable. Ce qu'on est en train de créer avec Essin, c'est une table de montage améliorée pour tout ingénieur pédagogique qui va lui permettre d'identifier bien son besoin en amont, ensuite d'avoir accès à toute une bibliothèque de contenu qu'il va aussi pouvoir enrichir avec son propre contenu et donc amplifier avec son propre contenu. Il va pouvoir monter ses séquences de formation sur une table de montage et derrière exporter les guides d'animation totalement harmonisés, donc ce qui lui garantit une qualité extrêmement forte avec les objectifs pédagogiques de chacune des séquences, les modalités de chacune des séquences, des astuces pour animer chacune des séquences dans ce guide de formation. Et puis derrière, d'exporter cette formation en grain score, enfin en un SCORM, qu'on peut plugger dans n'importe quel LMS. Et derrière, d'avoir des ateliers, des missions qui prolongent la formation au-delà des temps de formation, voire même des e-learning qui prolongent la formation au-delà des temps de formation, et donc d'offrir réellement des parcours de formation aux apprenants. Donc si j'ai qu'un seul outil, pour moi, ce serait cet outil-là. Cet outil, aujourd'hui, il est au stade de la MVP qui peut être testé, et on est en train de continuer à l'améliorer pour développer la V1 de l'outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Vous êtes déjà épuisé de toute la journée passée dans le cadre du Learning Plan du Festival de l'Apprendre. Dans tous les cas, je remets mon contact. Si ce que je vous ai raconté vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait chez Humans Matter au sein du studio Becoming, vous avez mon email a.tourette@humansmatter.co. Attention, il n'y a pas de M, mais c'est a.tourette@humansmatter.co. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si ce que j'ai commencé à aborder sur la question de la mesure vous intéresse, j'anime un 3e webinaire dans le cadre du Festival de l'Apprendre qui aura lieu jeudi à 10h, et donc qui s'appelle « Renforcer l'impact de vos parcours grâce au modèle de la capacité d'agir ». Donc, j'irai beaucoup moins vite sur ce qu'est la capacité d'agir, je serai beaucoup plus précis sur ce que je dis, mais ça vous permettra réellement d'en savoir plus. Donc, je vous invite à y participer. Et puis, j'en profite aussi, puisque j'ai plein de casquettes différentes. Je suis aussi président de l'Université du facteur humain. Et si le facteur humain vous intéresse, je sais qu'il y a plein de personnes de l'Université du facteur humain qui animent aussi des expériences qui s'appellent soit Fraises du facteur humain, soit Labo du facteur humain dans le cadre du Festival de l'Apprendre. Je sais qu'il reste des places encore. Et donc, vous pouvez aussi vous inscrire à ces expériences. Ce sera complètement différent. Ce ne sera pas un webinaire. Ce sera réellement un atelier participatif dans lequel vous serez amené à réfléchir sur des comportements que vous souhaitez modifier. Voilà, je reste s'il y a encore quelques questions. Et sinon, je vous souhaite à toutes et aux quelques tous une très bonne après-midi et une bonne suite de Festival de l'Apprendre. Donc, je reprends juste pour conclure avec un lien Hello Asso si vous souhaitez faire un don pour le festival. Et merci beaucoup. C'est un atelier qui a eu encore beaucoup de succès, Alban. Merci beaucoup. Merci Anne-Laure.